Cette semaine, ORLM vous emmène sur la piste du MacBook Air Retina, le futur portable de la pomme. Enfin, du nouveau côté design, des nouveautés, les dernières tendances de la tech. Parlons-en en compagnie d'Olivier Ezrati, tout juste le retour du CES de Las Vegas. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition dont on fait le Mac. On va parler plein de choses ce soir en compagnie de nos chroniqueurs habituels, à commencer par Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Écoute, ça va très bien, mais je trouve que depuis quelques jours, la vidéo, le digital, c'est un peu démodé. Ce qui a la cote, c'est le papier. Et j'espère que vous tous, comme moi, vous avez l'intention de lire de plus en plus de papier dans les semaines qui viennent, que ce soit I Create et puis ça a déjà été beaucoup dit, Charlie Hebdo. Moi, je suis fraîchement abonné et j'en suis très content. Voilà, abonnez-vous et puis également Canard Enchaîné, également Charlie Hebdo et le Canard. Ce sont deux magnifiques canaux de la liberté d'expression en France. Autre chroniqueur de historique dont on refait le Mac que vous retrouvez chaque semaine, nous presque dans cette émission. Il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur et consultant en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. Il t'a manqué barbu et poilu. Oui, et avec des cheveux très longs, mais ça je ne désespère pas de te voir aller chez le coiffeur un jour. Ça va bien Rodrigo? Je vais faire un look Robert U. Bien. Non, mais suivez, parce qu'il y a, il y a un lien avec la fin de cette émission. Il y a un lien avec la fin de cette émission. Donc voilà, on va comprendre la joke, mais à la fin de l'émission. Robert U, H-U-E, tout ça. Et voilà. Tu as lu le déroulé pour une fois et tu as vu les mails. Ça veut dire qu'il a lu le conducteur qu'on lui envoyait avant le début de l'émission. Ça progresse. Mail. Et dernier invité, une nouvelle tête dans On fait le Mac. Pourtant, c'est un habitué des grands rendez-vous de la technologie, un habitué du monde du numérique. Il s'agit d'Olivier Ezrati, consultant en nouvelles technologies et auteur d'un remarquable blog qui s'appelle Opinion Libre, un blog sur les médias numériques. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va très bien. Je suis au taquet. Tu es au taquet. Chaque année, Olivier, tu publies une sorte de Vas-y, mets le paquet. Une sorte d'énorme rapport sur les tendances de la technologie, les grandes tendances à l'occasion des grands rendez-vous de la tech. Le dernier en date, c'est le CES. On va essayer, si tu es d'accord, de faire le point ensemble sur les dernières tendances du CES. Oui, pas de problème. Le rapport va faire 300 pages, donc c'est un petit résumé là. On n'a qu'une heure d'émission, mais on va essayer quand même de mettre en lumière les grandes tendances des mois et des années qui viennent. Mes premières grandes tendances, celui du chiffre de la semaine avec notre ami Paul Rony. Alors mon cher Paul, quel est donc le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est 17,6. C'est le nombre en millions d'unités de PC vendus aux États-Unis. Pour la première fois depuis 3 ans, le marché repart à la hausse aux États-Unis. Une petite croissance, certes, mais une croissance qui n'était pas anticipée, puisque le PC retrouve des couleurs. On a une croissance de 4,7% aux États-Unis, alors que pour le monde, on a une décroissance de 2,5%. C'est beaucoup moins qu'anticipé. IDC penserait que le marché plongerait encore de 5%. Finalement, aux États-Unis, on a une croissance de 5%, ce qui est quand même pas si mal, et une décroissance très légère dans le monde entier. Voilà. Donc le nombre d'unités totales vendues, c'est 17,6 millions, on l'a dit. Apple est le fabricant qui progresse le plus. Il est dans le top 5. Aux États-Unis, on rappelle bien. C'est 2 millions, c'est ça? 2 millions 2,245 000 unités. Aux États-Unis. On parle bien des États-Unis. Bien. Voilà. Alors, on va se tourner vers nos chroniqueurs. Quelles sont vos réactions à cette progression, entre guillemets, surprise, depuis la première fois depuis, dirons-nous, le raz-de-marée, le tsunami des tablettes numériques dans le sillage de l'iPad? Les ventes de PC repartent. Comment vous analysez ce phénomène? On va commencer par le petit nouveau de ce soir, à savoir Olivier, qui est impatient, je suis sûr, de réagir à ces chiffres. Ça peut très bien être une bonne promo, c'est ce qu'il y a dans le communiqué de presse. Ils disent qu'il y a eu des promos de Windows 8 et de je sais pas quoi au niveau des Chromebooks. Et il y a peut-être eu des bonnes promos. Pas chez Apple, Windows 8 chez Apple. Thanksgiving ou le fameux vendredi là où il y a toutes les promos. Il peut très bien y avoir un phénomène de ce type-là. Aux États-Unis, c'est assez marquant, tout ce qui est phénomène des fêtes. Mais enfin bon, c'est pas l'explosion, faut se calmer quoi. Le point de départ était très bas. Moi, je n'extrapolerai pas de phénomène. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le même temps, il y a un autre phénomène qui là est beaucoup plus important, c'est que la croissance des ventes de tablettes s'est ralentie très sérieusement. Il y a plusieurs raisons à cela. La principale étant probablement la généralisation des phablettes et le fait qu'Apple en a une maintenant avec l'iPhone 6 Plus. Et donc, il y a une forme de désaffection pour le format de tablette.
qui doit légèrement tasser le truc. Le taux d'équipement est très très élevé en smartphone et continue à monter dans tous les pays du monde, notamment dans les pays émergents. Et pour les tablettes, l'asymptote, elle n'est pas au même niveau que sur les smartphones. Ouais, on renouvelle peut-être un peu moins, Olivier, sa tablette, moins souvent que son smartphone. Rodrigo. C'est pas qu'une question de taux de renouvellement, c'est une question de taux de pénétration. Il faut regarder le pourcentage des foyers ou des gens qui sont équipés. Aujourd'hui, le pourcentage des gens équipés, il est de l'ordre de 40% aux États-Unis, 27% environ en France, et en Asie, il est plus bas. Il va augmenter encore en Asie plus rapidement qu'ailleurs, ce qui fait que les ventes en Asie vont être beaucoup plus importantes que les ventes en Europe et aux États-Unis. Moi, j'ai vu ça dans les chiffres présentés au CES, les ventes de tablettes vont représenter les 2/3, enfin les pays émergents vont représenter les 2/3 des ventes d'ici 1 an ou 2. Ouais, surtout que les prix fondent comme neige au soleil. Rodrigo, monsieur, quelles sont vos réactions aux chiffres de progression des ventes de PC aux États-Unis? Est-ce un épiphénomène comme l'illustre Olivier ce soir? Hormis que ce chiffre ne me passionne pas. Ouais. Mais non, mais je pense que l'éventuelle chose. Enfin, l'éventuelle réflexion qu'on peut avoir, même si, comme le disait Olivier, ça se mesure en tendance, c'est que la chute totale du PC remplacé par les tablettes n'a pas lieu. Voilà, c'est-à-dire que le prochain palier bas ou la prochaine dégringolade des PC nous était promis parce que les tablettes, qu'elles soient pro ou grand public, allaient remplacer à la maison ou au travail les ordinateurs, et ça on le voit pas arriver, on le voit pas arriver dans les usages. Bon, malgré les derniers produits comme la Surface Pro que Microsoft pousse beaucoup et qui a plein de qualités, c'est pas encore un phénomène. Donc voilà, donc un trimestre un petit peu en moins, un trimestre en plus, mais pas de lame de fond. Parce que la question qui se pose, c'est effectivement dans quelle catégorie on classe les produits type Surface. Est-ce qu'on les met dans les PC ou dans les tablettes? Et selon la manière dont c'est décompté, l'interprétation est très différente. Pour moi, Surface, c'est quand même plus un PC qu'une tablette, au sens... Ouais, mais apparemment, Microsoft le met plutôt le range dans la catégorie tablette. En tout cas, d'un point de vue marketing, ils appellent ça la tablette qui remplace votre ordinateur. Donc... Je serais intéressé d'avoir la réaction de Rodrigo par rapport à la progression d'Apple. Il n'y a pas eu, en tout cas cette année, ni des phénomènes Windows 8, ni des phénomènes de promotion particulière, malheureusement, du côté d'Apple. Ça se saurait. Il n'y a pas eu forcément de grosses nouveautés en matière d'ordinateur chez Apple, à part la Mac 5K, mais qui est arrivée avec retard. Des renouvellements sans grande révolution technologique, on va en parler dans un instant. Comment tu peux expliquer cette progression, notamment aux États-Unis ? Olivier a raison, ça peut être un phénomène de promotion ponctuelle, ça peut être une opération ponctuelle. Aucune idée. Bien. Moi, je crois beaucoup au fait que les gens qui voulaient s'acheter une tablette l'ont fait et que maintenant qu'on commence à avoir des nouveautés sympathiques côté des ordinateurs, notamment les hybrides qui commencent à être des machines vraiment potables. Cycle de renouvellement en clair. Un cycle de renouvellement qui revient alors que les gens avaient laissé tomber peut-être pour s'équiper d'autres choses. En plus, maintenant, les smartphones, les gens sont habitués, l'effet de nouveauté est passé, ils les renouvellent. Pas en France, c'est vrai, vu que maintenant on ne marche plus vraiment sur ce système du contrat, tous les 2 ans avec leur abonnement mobile. Donc pour moi, le smartphone ne joue pas là-dedans, la tablette, oui. Le fait est que les gens, aux États-Unis en tout cas, peut-être qu'aussi le pouvoir d'achat a légèrement remonté. On sait que la situation économique s'est un peu éclaircie, ont décidé de se racheter un ordinateur. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir la différence qu'il peut y avoir quand tu préparais cette émission avec moi tout à l'heure, tu m'expliquais ça, Paul, que dans le reste du monde, la croissance n'est pas la même, notamment celle d'Apple. Il est intéressant de noter qu'aux États-Unis, c'est quand même un pays qui est quadrillé par les Apple Store, plus de 260 magasins implantés aux États-Unis, et c'est certainement aujourd'hui le premier vecteur de la croissance d'Apple, la proximité de son magasin, son réseau de distribution, qui lui fait un petit peu défaut dans le reste du monde. On ne va pas passer la soirée sur le chiffre de la semaine, on va enchaîner sur ce qui pourrait être demain un vecteur de croissance des ordinateurs et des Mac en particulier, c'est l'arrivée possible d'une nouvelle machine chez Apple. La rumeur s'est précisée au début du mois avec le remarquable site 9to5Mac qui sort beaucoup de rumeurs, souvent assez justes ces derniers mois. On pense notamment à l'iPhone 6, à l'iPhone 6 Plus ou encore à l'iPad Air 2. Cette fois-ci, ils ne sont pas juste contentés de publier quelques spécifications. Ils ont été plus loin parce qu'ils ont publié une modélisation 3D du designer Martin Hayek de ce qui pourrait être le futur ultra portable de la pomme. Et le moins que l'on puisse dire, Paul, c'est que ça donne plutôt envie. Est-ce que ça donne envie? Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà des rendus de Martin Hayek, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a vu de cette machine.
Et je ne parle pas simplement d'un point de vue de design, puisqu'on garderait un boîtier assez proche du MacBook Air 11 pouces actuel. La même philosophie avec une machine à fumer un peu plus épaisse au niveau de la charnière, un peu plus fine au niveau du trackpad. Un profil en goutte d'eau. Moi, personnellement, j'aimerais plutôt une machine comme celle-là en version mini, mais passons. Le fait est que ce qui avait vraiment très intéressant, c'est que cette machine s'affine encore énormément. Et surtout, que d'après les rendus, il n'y aurait plus qu'un seul port et pas n'importe lequel. On le voit ici, c'est un port USB. Ce port-là, c'est ce qu'on appelle un port USB type C. C'est le nouveau port USB qui a été créé donc par Intel. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que Apple a prêté à Intel une force de travail énorme, puisque sur la soixantaine d'ingénieurs que compte le projet, voire peut-être un peu plus, 24 viennent de chez Intel. Il faut parler au conditionnel. Non, c'est pas du conditionnel, ça c'est sûr. 24 ingénieurs chez Intel, 18 viennent de chez Apple. D'accord. Pour le USB, d'accord. Pour l'USB type C, c'est assez énorme et c'est un connecteur juste pour que les gens puissent comprendre pourquoi Apple pourrait se permettre d'en mettre qu'un seul. C'est un connecteur qui permet de faire transiter du flux vidéo, de l'USB jusqu'à 10 gigabits par seconde, donc comme du Thunderbolt 1, de l'électricité, 100 watts dans les deux sens, donc de recharger l'ordinateur ou pourquoi pas d'alimenter un périphérique. Bref, c'est le port universel tant attendu. Voilà. Alors, est-ce que ce scénario, ce concept vous semble crédible, messieurs? Olivier, tu me disais en début de cette émission que tu n'étais pas forcément convaincu et puis que ce n'est pas forcément une grande révolution. On reste quand même dans le concept de base du ultra-portable chez Apple. Il n'y a pas de grande révolution par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années. C'est une évolution incrémentale qui a l'air sympa, mais bon, qui ne change pas la donne radicalement en termes de catégorie de produits. Moi, ce que j'attends d'Apple, c'est éventuellement qu'ils aient un laptop tactile. Éventuellement avec un écran amovible, format hybride. Est-ce que je peux te faire la bise, Olivier, ce soir? Ça fait des mois que je dis ça et tout le monde me prend pour un fou. Non, mais disons que tu innoves, si tu changes quelque chose de radical, si tu changes la prise, ok, c'est bien, mais l'USB, tous les PC vont faire la même chose et suivre le mouvement, d'autant plus que c'est Intel qui fait la promotion et que donc la technologie va être mise en standard dans les procs. Alors ça, tu y crois vraiment, Olivier, hein, c'est la tendance. Tu reviens de Las Vegas, concrètement. Moi, j'ai rien vu de ça à Las Vegas, mais je sais que l'USB 3 et le 3.1 vont s'imposer progressivement comme tous les cycles d'arrivée de nouvelles IO, nouvelles entrées-sorties dans le monde de l'ordinateur. Et ce qui est vraiment intéressant, comme l'illustrait Paul à l'instant, c'est que non seulement c'est pas simplement une augmentation du débit qu'on a pu avoir depuis le début de l'USB, mais cette fois-ci, on peut faire passer plein de choses. Il a dit l'électricité, le son, l'image, et avoir besoin que d'un seul connecteur. Est-ce que le scénario d'un ordinateur avec un seul connecteur... Tu connais le MHL? Oui. Mais tu peux le détailler pour ceux qui nous regardent peut-être. Le MHL, c'est un connecteur qui existe depuis 2-3 ans et qui mélange l'HDMI et le Power Management en un seul câble. Qu'on trouve sur les téléphones Android notamment. Hein, voilà, et qu'on trouve sur certains smartphones Android et qui permet de les connecter à la télé directement pour qu'ils se rechargent et qu'ils envoient leur vidéo à la télé. Sachant que maintenant on peut le faire sans fil avec du Wi-Fi AC par ailleurs. Alors, Monsieur X, ou Rodrigo, Monsieur X, on va commencer par lui, qui est un grand fan du connecteur MagSafe, qui est le seul connecteur aimanté, dirons-nous, du marché, qui permet donc de charger son ordinateur sans forcément le casser, le faire tomber par terre lorsqu'on se prend les pieds dans le câble. Vous êtes un grand fan de cette techno. Est-ce que vous croyez à ce scénario que le MagSafe apparu en 2006 sur le MacBook Pro disparaisse dans les prochaines générations? Écoute, non, j'y crois pas. Alors c'est peut-être parce que je projette mes envies, Olivier, mais tout bêtement parce que, bon, même si c'est une bonne idée d'avoir, comme le montre 9to5 Mac, un seul connecteur dans lequel on passerait tout, y compris l'électricité, moi j'ai souvent besoin, même sur un MacBook Air, de connecter un disque dur externe, par exemple, ou un périphérique, ça m'arrive encore, et en même temps de recharger ma machine, quoi. Donc là, tu peux, même si la techno le permet, je vois pas pourquoi fusionner le connecteur qui permet de réalimenter la batterie avec les autres. Après, pour ce qui est des autres, il y avait déjà quasiment plus rien sur le MacBook Air. Voilà. Donc non, j'y crois pas parce que je pense qu'en termes d'usage, ils vont vendre un petit boîtier à l'extérieur où tu auras toutes les prises. Oui, mais ce sera le même principe ou la même direction qu'on a eu sur le Mac Pro. C'est très très bien de tout intégrer. Avec le Thunderbolt. Si on se retrouver avec plein de pieuvres entre guillemets, excusez-moi, dégueulasses autour, on perd cet avantage de l'objet unique qui suffit à lui-même. Donc moi, je suis pas pour, mais j'ai pas envie de trimballer plein d'accessoires, des hub boîtiers, USB en clair. ouais, voilà. Je vais vous dire, ce qui serait intéressant.
ce serait que ce connecteur type C devienne standard dans les avions un jour et qu'on puisse recharger son laptop comme on peut recharger aujourd'hui un smartphone et une tablette avec USB. Ça, ce serait un vrai changement dans l'usage. Ouais. Rodrigo, ta réaction, ton opinion par rapport à ce scénario de machine, cette architecture avec un connecteur unique, c'est quelque chose auquel tu aspires concrètement? Sûrement que esthétiquement, c'est plus joli, que ça rapproche du coup le laptop de l'univers des tablettes et des téléphones qui eux n'ont qu'un seul connecteur déjà, donc on y est habitué. Ouais. Donc, propriétaire dans le cas d'Apple, hein. C'est intéressant de le noter. On enlève un certain nombre de bill of matériel, mais c'est un pouillème quoi, donc ça change pas grand chose. Est-ce qu'on gagne un petit peu de place? Peut-être, ça permet de faire des choses un tout petit peu plus petites, plus plates, ou faire de la place pour des batteries plus grosses, ou alors on simplifie la production. Quelque part, je suspecterais Apple de privilégier deux axes, qui est le design, c'est joli, et la deuxième, de réduire leurs coûts. Probablement en test, en intégration, pas forcément en prix du composant. Autre caractéristique propre à cette machine, Paul, au niveau du trackpad, il évoluerait un petit peu. Oui, le trackpad en fait n'aurait plus de bouton physique probablement parce qu'il n'y a pas la place. Donc on n'appuie pas. Donc en fait tu tapes en fait comme quand tu choisis dans les préférences système tap to click. Voilà, il n'y aurait plus que le tap to click. Personnellement, moi ça me gênerait un petit peu. Je trouve que c'est assez agréable d'avoir un retour physique. Même si ça a l'air d'être une très belle machine, ça va quand même être une machine de compromis. C'est clairement ce qu'on voit arriver. Même si l'USB type C prenait pas mal de choses, que le format va être plus réduit, qu'il y aura peut-être plus de ventilateurs, qu'elle fera moins de bruit, qu'elle coûtera peut-être pas plus cher que les autres, qu'elle aura un meilleur écran, un nouveau format, ça risque quand même d'être une machine qui va faire grincer certaines personnes des dents, à raison, parce que même si c'est un connecteur qui fait tout passer, l'USB type C, il n'y en aura qu'un seul. Et ce problème de trackpad, il y a déjà des gens qui s'excitent sur les forums en disant « mais moi j'aime bien cliquer, j'ai besoin de cliquer, ça m'énerve ouais. ». Ce que j'ai pas trop compris, c'est ce ratio d'écran, 12 pouces, ça fait très longtemps qu'Apple était en 11, en 13, en 15, en 17… En 21, en 27, mais 12 pouces, ça faisait longtemps. Les machines de bureau sont en 16 neuvième, 21 pouces, 27 pouces, c'est le 16 neuvième. Les machines portables sont en 16 dixième, les formats qu'on a actuellement. Là, on repasserait sur un format qu'on n'a pas connu depuis le PowerBook G4 Titanium, ce serait du 3,5 à peu près, avec un écran de 12,2 pouces. Donc ce ne serait pas un panoramique en clair? C'est pas un panoramique, tu te rapproches du format des anciens iBook. On se rapprocherait de l'iPad en clair. Tu te rapprocherais de l'iPad, ouais. Voilà, pour travailler, c'est assez agréable. Pour les films, c'est pas le top, mais pour travailler c'est mieux, tu vois plus d'éléments. Et surtout en fait, ce qui va se passer, c'est que comme visiblement le but de cette machine c'est de tenir dans un format proche de celui du 11 pouces actuel, ouais. Il faut rogner sur les bords, donc on touche pas trop au châssis, mais on rogne autant qu'on peut sur les bordures d'écran. Voilà. C'est là où on peut peut-être mettre un bémol, on va voir effectivement si ça se traduit dans les faits. Et il y aura peut-être une tendance de fond. Ouais. C'est-à-dire que les 13 pouces deviendront peut-être des 14 pouces, les 15 pouces des 16 pouces, enfin peut-être qu'Apple va revoir sa gamme. Peut-être aussi que vu que les MacBook Pro Retina sont très fins, on le voit ici sur ta machine, si on ferme un MacBook Air et qu'on ferme ton MacBook Pro et qu'on les colle dos à dos, ils font la même épaisseur au point le plus épais. Peut-être qu'Apple va décider qu'une seule gamme de portables c'est plus intéressant, avec un MacBook Pro mini et deux grands MacBook Pro, on ne sait pas. Monsieur X disait tout à l'heure qu'il y avait des points communs avec le connecteur unique entre les tablettes et les ordinateurs. Par contre, il n'y a toujours pas d'éléments commun entre l'ordinateur et les tablettes chez Apple et pas de Touch ID sur le MacBook Air apparemment. Non, pas de Touch ID sur le Mac, alors qu'on voit quand même des petites idées. Intel a parlé au CES, on verra plus tard, de reconnaissance faciale, digitale, vocale pour déverrouiller son ordinateur. Donc ça arrive. Apple, pour le coup, n'a toujours visiblement pas réfléchi. Peut-être que ça pose des problèmes d'intégration, qu'il faut un plus gros capteur. En tout cas, les problèmes ne sont pas résolus, loin de là, visiblement. Donc toujours pas de Touch ID pour ce MacBook Air, à ce qu'on sait. Ouais. Et c'est étonnant parce qu'il y a aujourd'hui depuis très longtemps, il y avait des PC qui faisaient ça depuis très longtemps, que la sécurité devient une préoccupation majeure des constructeurs de tablettes et de téléphones. Il ne faudrait pas oublier les ordinateurs. Bien sûr, on va voir, je pense qu'un jour ça va arriver. Et puis ça reste encore un standard propre à Apple, ce petit bouton en bas ou ici en haut de la tablette, un usage qui est propre pour déverrouiller son Mac lorsqu'il est en mode veille, tout simplement. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'il va y avoir sous le capot de cette machine, Paul, concrètement ? Alors, ce qu'il va y avoir sous le capot de cette machine, visiblement, vu que c'est une machine extrêmement fine, et de ce qu'a dit 9to5Mac, les petites grilles qu'on voit au-dessus du clavier seraient destinées à ventiler et à faire les haut-parleurs. Pas de ventilateur. Pas de ventilateur déjà. Donc un design sans ventilateur égale globalement Core M, les nouvelles puces de chez Intel qui consomment énormément moins, chauffent moins, mais sont aussi moins performantes. On oublie de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un MacBook Air, on a un Core i5 ou un Core i7 en option.
double cœur. C'est des processeurs très économiques en énergie, c'est des ULV, c'est des processeurs faits pour les ultrabooks, mais on est quand même sur des processeurs qui ont un peu de patate. Là, le Core M, c'est pour les hybrides, pour les tablettes presque, pour les ordinateurs portables vraiment tout petits. Là, vu le format, on se retrouve avec un Core M, ce qui, moi, personnellement, m'inquiéterait un peu parce que c'est sûr, on perdrait en puissance. Et c'est un processeur qui, même s'il n'a pas de ventilateur, ça ne veut pas dire qu'il ne chauffe pas. Et quand il chauffe, qu'est-ce qu'il fait pour se refroidir? Il diminue sa puissance. Donc, on risque vraiment d'avoir un déficit de puissance sur ces nouvelles machines et ce serait dommage. Donc, sous le capot, un Core M probablement. Pas de ventilateur, 4 Go de RAM, un petit disque dur, 8 Go de RAM peut-être, un écran Retina. On espère tous quand même, ce serait temps, le MacBook Air, il serait temps, le MacBook Air est le dernier à pas avoir d'écran Retina. Ou alors, on prend au pied de la lettre les dernières analyses de KGI et on se dit que ce serait la première machine ARM de chez Apple, mais ça me semble très prématuré. Bien, écoute, on va en parler dans un instant de cette puce ARM puisque le temps est venu de passer au busomètre des rumeurs. Allez, quel est le hit parade des rumeurs cette semaine autour de la planète numérique et d'Apple en particulier, Paul? Ça a pas mal bougé cette semaine et ce qu'il y a de très drôle, c'est que ça a pas mal bougé pendant le CES comme par hasard alors qu'Apple n'est pas présente. Donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Évidemment, le MacBook Air Retina 12 pouces qui revient à la première place grâce à 9 to 5 Mac et à KGI. En deuxième place, on retrouve l'iPad Pro qui serait disponible au deuxième semestre 2015. Ouais. En troisième place, toujours l'iPad Pro, mais un accessoire de l'iPad Pro, ce serait un stylet. Voilà. Oui. Apple reviendrait à ce périphérique, on va pouvoir en parler, c'est quand même assez drôle. En quatrième place du buzzomètre, on retrouve la conférence de présentation du MacBook Air Retina 12 pouces et de l'Apple Watch qui serait pour le 24 février. Ça vient de sortir, c'est du tout cuit. Ouais. Et à la dernière place, on retrouve les Mac ARM qui descendent dans le classement mais qui sont toujours là parce que voilà, on a parlé du MacBook Air Retina 12 pouces et il y a quand même une possibilité, il ne faut pas l'oublier. Ce serait plutôt une rumeur à plus long terme. Et on a eu cette analyse de KGI toujours qui dit que les premiers Mac ARM seraient équipés d'un processeur A10 ou A10X. Donc, si on suit la nomenclature d'Apple vers 2016, on est à la 8 aujourd'hui. on est à l'A8X dans l'iPad Air 2 Donc, qui tue à d'ici 2 ans. toi. Donc d'ici 1 ou 2 ans, voilà. Alors messieurs, ce scénario encore une fois vous semble-t-il crédible? On va commencer, le MacBook Air on en a parlé pendant 20 minutes, on va plutôt passer à l'iPad Pro. Olivier, l'arrivée d'Apple sur le marché professionnel des tablettes, est-ce que c'est un scénario auquel tu crois? Quand on voit le partenariat, en tout cas, entre Apple et IBM, ça laisse entendre que ce marché-là les intéresse. C'est un petit peu Steve Jobs qui se retourne dans sa tombe. Hein. Steve Jobs ne voulait pas vendre aux entreprises. Les DSI, il avait horreur des DSI. Il voulait vraiment vendre aux individus. C'était vraiment son mantra. Et tous les mantras de Jobs, ils tombent les uns après les autres, maintenant qu'il est mort depuis longtemps. Et donc, la réelle politique fait qu'ils vont probablement essayer de le faire. La question, c'est comment le faire en gardant l'âme d'Apple, c'est-à-dire en ayant toujours des produits simples d'usage, bien stylés, et de ne pas faire du Lenovo, quoi. Donc, c'est l'enjeu quand tu te mets à vendre aux entreprises. L'autre problématique, elle est plutôt logicielle. C'est quand tu te mets à vendre des produits aux entreprises avec du soft, tu te retrouves emmerdé avec toutes les problématiques de sécurité, d'annuaire et autres saloperies qui sont liées au monde dans l'entreprise. Et ça te change aussi la nature des équipes de développement que tu as dans ta boîte. C'est ce que j'ai connu moi chez Microsoft. Chez Microsoft, c'est une boîte qui est très orientée vers les entreprises parce qu'ils font des OS, des serveurs, et donc ça modifie l'ADN de la boîte quand tu essayes de t'orienter vers ce domaine-là. Alors, autre mantra qui tomberait, Olivier, et là je me tourne à Monsieur X, ce serait cette rumeur autour de l'arrivée d'un stylet autour de l'iPad Pro. Donc ça fait une deuxième couche de rumeur. D'abord l'iPad Pro et puis on vous remet un stylet. Alors là, il se retourne dans tous les sens dans sa tombe, le pauvre Steve. Hein. Ah oui, t'as envie de nous faire pleurer, Olivier, ce soir. Non, enfin, je sais pas, mais moi je crois qu'Apple reste assez bêtement aujourd'hui sur un monde avec des interfaces tactiles, les tablettes, et puis quand tu dois bosser, il y a un clavier, et le clavier, c'est pas qu'une question de productivité, c'est une question aussi de poids. Je le rappelle, quand tu es dans ton canapé et que tu as ton MacBook sur les genoux, ou le futur MacBook Air, là, qu'on verra, il tient tout seul parce que la partie clavier unité centrale a un certain poids. Tu peux lâcher les mains, rêvasser, penser à autre chose et te remettre à bosser en positionnant tes mains. Tu peux pas le faire avec une tablette. Tu peux pas le faire avec une tablette qui a un clavier amovible. Il y a une question de rapport de poids. Donc, cet idéal de la machine pour travailler avec une interface clavier physique et puis quelque chose qui est un peu différent, un peu de prise de notes, un peu de divertissement et de la consultation qu'est la tablette, je crois qu'Apple y croit toujours et qu'ils vont pas franchir le Rubicon. Donc, il n'y aura pas d'iPad Pro. Et puis, il n'y aura pas de stylet par conséquent. En plus, ça fait des traces sur les écrans. Notez ce que vient de dire monsieur.
On te le ressortira à la WWDC. Voilà. Mais je suis d'accord, hein, ce ne sera pas la première fois que je me suis Bien. trompé. Mais la rumeur du Mac Pro, de la tablette Pro. La rumeur de la tablette Pro, elle vient quand même de chez KGI, de cet analyste, ce cabinet d'analyste qui est quand même connu et qui s'est rarement trompé. Ils avaient annoncé les MacBook Pro Des Retina. analystes, je me méfie des analystes. Moi. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y a un mock-up d'un truc Il y a un chinois, mock-up, il y a des plans qui sont sortis par un site japonais toujours fiable qui s'appelle Makotakara. Ouais. Ils ont sorti les plans industriels de l'iPad Pro il y a déjà plus d'un mois. Donc c'est plus ou moins potable. Mac Rumors, qui est pour le coup moins fiable, a sorti des photos de moules, de ce qui seraient les moules de l'iPad Pro. Personnellement, cette tablette, moi j'y crois. Je pense que c'est nécessaire pour Apple. Quand on essaye une Surface Pro 3 avec le stylet qui va avec, c'est hyper agréable. Ça marche super bien. Donc, contrairement à Monsieur X, je pense que c'est un chemin qu'ils vont prendre. Voilà. Oui, surtout pour être cohérent avec ce que disait Olivier à l'instant, si on signe un contrat avec IBM cet été, c'est pas par hasard. Je vais juste rajouter deux lignes, c'est que si Apple dépose en masse des brevets, c'est pas toujours pour s'en servir, mais vu le nombre de brevets déposés sur les stylets et les interactions au stylet depuis 4 ans, il y a peut-être un moment où on va voir quelque chose fleurir, et je pense que je serai pas le seul à en être heureux. Voilà, mais moi je suis moins sûr du stylet, mais pour rebondir sur ce que tu disais Olivier, la question de ne pas savoir s'il y a des mock-ups qui circulent, parce que les prototypes, oui, il y a des prototypes d'iPad Pro et c'est un secret quasiment pour personne, surtout au sein d'Apple. Simplement, la question de savoir s'ils vont appuyer sur le bouton production et ils vont décider de le faire, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est comme la télé. La télé, on en a parlé pendant 4 ans. Voilà, et pour l'instant, la télé n'est jamais sortie. Pourtant, elle existe dans les laboratoires, on en a parlé, des gens d'Apple nous en ont parlé, hein, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'ordre de données, hein, de prise de risque de lancer un tel produit. Maintenant, quand tu entends, tu vois le nombre de rumeurs, comme l'a très bien dit Olivier, autour de cet iPad, les stratégies, les positionnements qui sont faits aujourd'hui par Apple avec IBM, tu te dis effectivement, il y a un marché, surtout que la réaction des directeurs informatiques, c'est de dire, nous on est très contents que nos salariés aient des tablettes. Pourquoi ? Parce qu'a priori une tablette, ça ne plante pas. A priori une tablette, on n'a pas de réveiller à 4 h du matin pour configurer Lotus Notes. Et puis surtout, il n'y a pas de formation. Donc c'est quand même un avantage important. Donc finalement, sur le long terme, ça pourrait être aussi une opération rentable économiquement pour les entreprises, mais on a le temps d'en parler encore dans cette émission. Malheureusement, hein, c'est un feuilleton, hein, cet iPad Pro. À moins que Rodrigo ait une petite réaction là-dessus, si le sujet l'intéresse, bien sûr. Pour avoir pas mal regardé dans les entreprises, dans mes activités de conseil, des gens qui déploient des parcs de tablettes, ils sont assez contents aujourd'hui de ce qu'ils ont en termes d'interface très B2C, très simple. C'est en général des fonctions simplifiées. Il dédie une tablette à un certain nombre de tâches, que ce soit les forces de vente ou le support technique qui se promène avec ces tablettes-là. Il n'y a pas besoin d'une activité pro. Tu sais, Rodrigo, la Société Générale a annoncé récemment qu'ils avaient équipé les 2 tiers de leurs salariés en tablettes. Alors des tablettes Windows en l'occurrence, mais c'est des tablettes Windows qui vont compléter des desktops qu'ils ont déjà dans leur bureau. Et je crois c'est entre 100 et 200 000 tablettes qui vont être équipées comme ça sur les 2 ou 3 années qui viennent. Il y a une opportunité business qui les intéressera peut-être, c'est tout. Et comme mais on connaît Apple comme un fabricant de matériel hardware à très forte marge. Oui. Vendre des parcs de plusieurs centaines de milliers de tablettes ou en dizaines de milliers, c'est des énormes réductions pour qu'on choisisse l'un par rapport à l'autre. Je ne pense pas qu'Apple ait envie de jouer à ça. Et jouer à la course à la part de marché. Dernier point que j'aimerais que Monsieur X réagisse, parce qu'il est passé quelques années dans les coulisses d'Apple, donc il connaît bien. Cette rumeur autour des conférences possibles, une nouvelle conférence autour de l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'Apple remettrait une couche avant la sortie officielle de sa montre et en plus dévoilerait le MacBook Air. Est-ce que ça te semble raisonnable ? Moi, j'ai du mal. Est-ce que ce ne serait pas un constat d'échec de refaire une présentation autour d'une montre ? Si je peux terminer. Merci. Parce qu'Apple ne l'a jamais fait dans le passé. Oui, mais on sait qu'en termes de relation avec la presse, Tim Cook a changé 2-3 choses. 2-3 choses. Seulement 2-3 choses. Il faut se souvenir, par exemple, sur l'Apple Watch que tu évoques, qui a eu une démonstration en avant-première chez Colette à Paris. Ce qui ne serait jamais arrivé du temps de Steve ou des équipes précédentes. Et puis là, ils ont besoin, maintenant que le produit est connu, qu'on peut le voir en photo, que les développeurs ont reçu les kits de développement, hein, ça travaille dur là, depuis le mois de décembre, ils ont besoin maintenant de refaire, ou plutôt de faire le lancement marketing en grande pompe, avec
les spots radio, les spots télé, par les fonctionnalités, faire ce lancement de marketing et de vente classique. Donc ils ont besoin de reprendre la parole. Moi, je pense toujours qu'ils vont prendre la parole aux alentours de la Saint-Valentin, avec peut-être une disponibilité du produit, comme on le voit sur Internet, annoncé pour un peu plus tard, début mars. Mais ça sera une très très bonne occasion. Apple fait toujours des extrêmement grosses promotions commerciales aux États-Unis, en tous les cas autour de la Saint-Valentin. Et ça sera le moment idéal pour eux pour prendre la parole. Le MacBook Air, moi, peut-être, mais je pense pas. Je me suis déjà trompé sur ce sujet-là, mais Apple, quand même, en moyenne, a plutôt tendance à séparer les événements, à prendre la parole autour d'une actualité unique, pour pas se priver de pouvoir reprendre la parole un peu plus tard. Et en général, les portables, c'est plutôt avril. Donc moi, je pense qu'on va l'avoir, cette conf. Elle va être qu'Apple Watch, et ça sera pour la Saint-Valentin. Voilà mon petit pari, mais pour moi, c'est tout à fait envisageable. Là, ils ont vraiment besoin de ça pour réussir le lancement de ce produit. Quoi, tu penses qu'ils n'ont pas été assez pédagogiques autour de cette montre? On n'a pas compris le message? Il faut remettre une couche? Ils n'ont pas été assez massifs. Ils n'ont pas été massifs, et c'est leur relais de croissance. L'iPod, ça y est, c'est pas que ça fait plus de croissance, ça fait plus de chiffre d'affaires. L'iPad fait du chiffre d'affaires, mais ne fait plus de croissance. On le sait, a atteint un plateau. Ceci explique peut-être cela avec le PC, on en parle en début d'émission. C'est pas le Mac, malgré ses bons chiffres, qui fait de la croissance à l'échelle du chiffre d'affaires d'Apple. Il n'y a pas un nouveau produit, une nouvelle catégorie autour de la télé. On attend toujours que ça ne soit plus un hobby. Donc leur prochain gros relais de croissance, c'est la montre. Et Apple, quand il lance un produit sur une nouvelle catégorie, d'abord, ils ne l'annoncent pas. Là, c'est assez exceptionnel, ils l'ont annoncé avant que ce soit disponible. Par contre, une chose est sûre, ils sont toujours extrêmement massifs en termes de moyens. Voilà. Parce que c'est une théorie des ventes qui dit, en gros, chez Apple, qui est une théorie mathématique et statistique, les ventes totales d'un produit sur tout son cycle de vie, tu peux les deviner aux ventes qui sont faites les 2-3 premiers mois pendant le lancement. Donc, plus le pic de lancement est fort, plus le volume total des ventes va être fort. Et tu peux contribuer à avoir un pic des ventes au départ très très fort en faisant du bruit, en déclenchant cette envie irrépressible qu'ont les Mac fans comme moi d'aller acheter ce produit en 1, 2, 3 exemplaires. Donc ça, ils vont le faire. Pour moi, la seule question ouverte, c'est la date. Voilà, mon pari, une fois de plus, Saint-Valentin. On prend date donc ce soir. On va parler du CES. Je peux faire un petit commentaire? On est en retard. Non, on n'est pas en retard. On est à 40 minutes et on a tout... Dans mes activités d'investisseur, 30 secondes, Rodrigo, pas plus. J'ai rencontré des gens qui sont en train de faire des apps pour l'Apple Watch et qui l'ont montré, qui tournent aussi sur la moto, etc. Et j'en ai vu plusieurs. Et eux me disent plutôt qu'ils vont rater la Saint-Valentin. Et ils tablent pour un tout petit peu après. C'est la rumeur 4, je crois, de notre ami Paul. C'est la 5. En fait, ce serait, d'après, parce que je ne l'ai pas dit, il y aurait cette conférence donc fin février, le 24, mais la disponibilité des produits, ce serait à peu près début mars, le 27 pour le MacBook Air, et on aurait donc une disponibilité de l'Apple Watch dans ces eaux-là. Il y a quand même une chose qui est étonnante pour commencer avec le CES. Il a ouvert les portes le 6 janvier dernier. C'est la date où la rumeur du MacBook Air Retina est sortie. Est-ce que vous voyez un heureux hasard, comme par hasard, effectivement, au moment où le CES ouvre, il y a un contre-feu qui est allumé, alors soit par les sites de rumeurs, soit pourquoi pas encouragé par Apple. Pourquoi pas, oui, mais bon, c'est histoire de rappeler aussi ce qui s'est passé en 2007. L'iPhone avait été lancé au moment du CES. Oui, on avait parlé de ça. Je me rappelle toujours dans la tête de Cédric en salle de presse. J'avais dit viens à San Francisco, non, je vais à Las Vegas. Il aurait dû m'écouter. Il était très mécontent de ne pas être au bon endroit ce jour-là. Et ils l'ont pas refait d'ailleurs Apple, puisque l'annonce de l'iPad en 2010 a eu lieu après le CES, une semaine ou deux après. Oui, mais c'est pour des raisons différentes. À l'époque, c'était Macworld, donc c'est pour ça ils avaient des contraintes de date qu'ils n'avaient pas à l'époque. Mais effectivement, le monde Apple aime bien, d'ailleurs j'ai même vu des commentaires sur Facebook sur le sujet à ce moment-là, le monde Apple aime bien dire qu'au CES il se passe rien et que tout se passe chez Apple. Ce en quoi je m'inscris en faux évidemment. Alors on va en parler Olivier, si tu es d'accord. On ne dit pas qu'il se passe rien. Tu es le monde Apple, toi? Non. Bien, on enchaîne, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement du côté du CES? Quelles sont les grandes tendances de l'année? Tu parlais de l'absence de tactile dans le monde Apple. Ce n'est pas le cas, apparemment, du côté du CES et du PC en particulier. Il y a de belles machines qui ont été présentées en portable, notamment du côté de Dell. Je pense à une machine hybride, le Dell XPS 13. Ça, c'est une vraie tendance de fond. Est-ce que ça décolle? Est-ce que
Aujourd'hui, les constructeurs y croient. Ils n'étaient pas forcément convaincus au départ de Windows 8, Olivier. Est-ce que les constructeurs croient en tel ou tel format? Moi, ce que je constate, c'est que tous les gros, que ce soit Acer, Lenovo, HP, enfin les principaux, Asus aussi, en fait, ils ont tous les formats. Quand tu regardes leur catalogue de produits, d'ailleurs c'est un peu le bordel, c'est un peu fatigant, ça montre qu'ils ne croient pas en quelque chose de particulier, mais ils ont tout. Ils ont la tablette normale pas tactile, ils ont le laptop ultrabook classique non tactile, ils ont le tactile, ils ont le petit format, le grand format, ils ont l'hybride, ils ont le pliable, chez Lenovo notamment, ils ont tous entre 5 et 6 formats de PC pour pas se mouiller, quoi. Et résultat, ils font des produits pas forcément toujours excellents, parce qu'ils mettent pas le paquet sur un produit comme Apple le fait habituellement. C'est un de leurs travers. Alors après, qu'ils croient ou pas à Windows, à la limite, je dirais pas ils s'en foutent, mais s'ils peuvent vendre Chrome, ils le font, puisqu'il y a des Chromebooks qui sont vendus par Acer et par Samsung notamment. S'ils pouvaient vendre autre chose, ils le feraient. Il se trouve que c'est Windows 8 qui est encore le standard. Bon, voilà, ils vendent du Windows 8. Il y en a qui ont des stylets. Il y a un truc sympa qui est arrivé, je crois que c'est chez Lenovo, qui a un système dont j'ai oublié le nom, qui permet d'utiliser un stylet quelconque. Donc, tu peux utiliser un stylo à billes. Du moment qu'il a une pointe qui est métallique, tu peux l'utiliser pour écrire sur l'écran. Tu n'as pas besoin d'un stylo magnétique spécifique. Alors concrètement, c'est une techno que Lenovo a mis dans ses laptops. Je pense pas que ce soit eux qui l'ont inventé. Ils ont dû l'acheter un fabricant de composants quelconque derrière, qui le vendra au plus offrant derrière, s'il le faut. Mais c'est intéressant de manière anecdotique, ça. Alors tu le relevais tout à l'heure en préambule du MacBook Air, Apple ne veut pas aller sur les ordinateurs hybrides. Comment tu analyses cette décision? C'est une erreur stratégique selon toi, ou simplement ils jouent la montre, le marché n'est pas encore prêt? Je pense que déjà, ils ont une conviction qui changera peut-être avec le temps, qui est que la tablette, c'est différent de l'ordinateur, c'est des usages différents, donc une interface différente. Donc ils disent, il y a une tablette d'un côté, un ordinateur de l'autre. Microsoft, de son côté, avec les constructeurs de PC qui sont derrière, essaye de trouver la bonne formule qui permettrait de mettre dans un seul produit l'outil tablette et l'outil micro-ordinateur. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de solution 100% convaincante qui permet de bien fonctionner avec les deux. Le paradoxe étant que la limitation pour être convaincant, c'est pas vraiment le form factor des PC, c'est fondamentalement l'interface utilisateur de Windows 8 qui est très bâtarde, parce que justement elle essaye de mélanger les deux UI dans un même système, et le passage de l'une à l'autre est pas forcément des plus élégants. Donc il y a une grosse difficulté à faire ça. Il n'est peut-être pas assez réfléchi à la manière de faire cohabiter une interface de type tablette et une interface de type desktop sur un même ordinateur qui se reconfigure automatiquement en fonction de la manière dont tu l'utilises. L'intelligence, ce serait par exemple que quand l'écran est vertical, ce soit en mode tablette, quand l'écran est posé sur une table avec un détecteur de je sais pas quoi et en format clavier, automatiquement ce soit le mode plutôt desktop qui apparaisse. Il y a des choses comme ça qui mériteraient d'être intégrées dans Windows pour simplifier la vie des utilisateurs. Ouais. Et tu penses qu'Apple va y arriver en adaptant concrètement l'interface d'OS 10 ou en fusionnant les interfaces? Ils ont suffisamment de gens qui s'intéressent à l'interface utilisateur pour se poser ce genre de questions. Pour l'instant, visiblement, ils ont considéré que c'était deux choses qui étaient très différentes. Ils ont évité de faire l'erreur de Microsoft, en tout cas, qui était finalement de Windows 8 était une forme d'expérience, qui est plus ou moins foireuse. Mais à l'échelle mondiale, l'expérience. Et l'échelle d'Apple, je pense qu'Apple, dans ce sujet-là, est exactement dans la même situation que la télé. Ils ont dû faire une quinzaine de prototypes de télé connectés, ça fait 4 ans qu'on en parle, et ils n'en ont jamais sorti. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de marché, mais parce qu'ils considèrent probablement que ce qu'ils ont fait n'est pas suffisamment satisfaisant. Ouais. Chaque année, l'un des moments forts de Las Vegas, c'est la conférence, la keynote que donne Intel. Du côté des ordinateurs, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année, Olivier, à nouveau. Alors effectivement, sur le stand, là, le keynote d'Intel, on pourrait en parler séparément, parce qu'il parlait relativement peu d'ordinateurs dedans. Il parlait de drones, de wearables, un petit peu de wearable, oui, avec leur Curie, dont je pourrais vous dire 2 mots éventuellement. Mais par contre, sur leur stand, d'habitude, quand je visite le CES, le stand d'Intel, c'est en gros le catalogue La Redoute de tous les formats de PC. C'est ça. Ils fournissent. Tous les ce qui s'est passé cette année, c'est que cette partie-là de leur stand avait été divisée par 2. Qui voulait dire en gros qu'il y avait 2 fois moins d'innovation dans les form factors de PC. Alors l'autre grande tendance qu'on entend parler depuis des années qui devait exploser, notamment ça fait des années qu'on entend parler à CES et c'était encore de retour cette année, c'est l'impression 3D. Est-ce que tu as vu que enfin ça y est, la technologie va se démocratiser et se populariser?
Alors oui et non. Ce que j'ai vu, c'est que la démocratisation n'est pas vraiment encore à l'ordre du jour. Alors, c'est pas en allant au CES que tu vois ça. Il faut décortiquer le truc en allant voir de près les imprimantes dans les Fab Labs et voir les gens qui les utilisent et qui t'expliquent qu'il faut des heures pour mettre au point l'impression, qu'il y a des règles à respecter pour imprimer les objets. Enfin, c'est pas si simple que ça de les utiliser. Alors, côté simplicité, il y a quelques constructeurs qui essayent de faire en sorte que l'impression soit plus simple. Il y a une marque, je crois que c'est Affinia, qui a une imprimante qui a une caractéristique très spécifique, c'est que la buse ne se bouge pas. Parce que les buses d'imprimantes de plastique, elles se bouchent. Et donc c'est compliqué, c'est comme les imprimantes à jet d'encre, quand l'encre sèche dans les cartouches. Bon. Et donc ça pose des problèmes. Non, ce qui m'a marqué moi aussi cette année, et que j'avais un petit peu vu avant, c'est que il y a des innovations sur les types de matériaux qu'on peut utiliser, et sur la combinaison des matériaux. Et le truc le plus bluffant, si tu veux, qu'on pouvait voir là-bas, c'était une imprimante d'une boîte qui s'appelle Vortex, qui était capable de mélanger dans un même produit du plastique classique, qu'on a dans le PLA, l'ABS, qu'on met dans l'impression 3D, et un matériau conducteur électrique. Et donc, la démo qu'ils faisaient était très très bien faite du point de vue l'effet un peu waouh, quoi. C'était de se dire, ils imprimaient en fait une structure de drone dans lesquels il y avait tous les conducteurs qui permettaient de relier le processeur au milieu et les moteurs à l'extrémité. Une fois que c'était imprimé, ils plaçaient la carte de contrôle au milieu, ils plaçaient les moteurs sur les 4 bouts, puisque c'était un quadricoptère, et hop, l'hélico s'envolait. Ce sur quoi Intel a un peu communiqué avec son fameux processeur i7 qui servirait à améliorer les techniques d'impression, c'est lié à la technologie. La puce Intel arrive pour ceux qui n'ont pas suivi, arrive dans les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D. Elle était déjà dans d'autres imprimantes professionnelles. Il y a déjà des Windows embarqués et des processeurs Intel dans les imprimantes du marché aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que ils vont utiliser un Core i7 pour la foutre dans la prochaine techno d'impression 3D de HP qui sortira en 2016. Qui s'appelle Fusion Jet, si je ne m'abuse, je me trompe peut-être d'ailleurs, mais il faut savoir que l'objectif de HP, qui est tout à fait compréhensible, et qui d'ailleurs devrait être l'objectif d'autres constructeurs d'imprimantes 3D, c'est d'arriver à reproduire dans le monde de l'impression 3D le modèle économique de l'impression à jet d'encre, où l'imprimante finalement est pas très chère, et où le consommable est plus cher et génère la marge du business. Et l'intérêt d'avoir ce type de modèle économique, il est double. Un, ça génère un business récurrent, et deux, ça permet de réduire le prix apparent d'imprimante à l'achat et donc de la démocratiser. Donc je pense que la stratégie d'HP est intéressante de ce point de vue-là. Seul problème, c'est que l'imprimante qui vont sortir en 2016, c'est une babasse qui fait 1m20 de hauteur, qui n'est dédiée que aux outils professionnels, aux usages professionnels. Je crois qu'il va falloir que tu reviennes pour nous parler et faire une émission consacrée uniquement aux imprimantes 3D. La tendance de l'année, la tendance du CES, c'était les objets connectés. Qui dit objet connecté, Olivier dit standard. Est-ce qu'on voit émerger ce que tu as vu dans les travées de Las Vegas ou dans différents salons auxquels tu as participé, différentes conférences auxquelles tu as ouvert, tu as donné la parole. Tu as voilà l'émergence de vrais standards. On sait qu'il y a différentes voies qui sont menées pour essayer pour obtenir une relative interopérabilité entre les différents objets connectés de la maison. D'abord, les standards, effectivement, ils concernent la partie logicielle et connectique. Ils ne concernent pas l'objet lui-même. Il y a des standards qui existent avec des alliances au niveau des couches réseau. Dans les objets connectés de la maison, il y a le Z-Wave, le Zigbee, il y a le Bluetooth qui est omniprésent dans la plupart des objets connectés dans les wearables. Et il y a des initiatives qui sont de plus haut niveau, au niveau logiciel, applicatif et transfert de données. Et il y a 2 alliances importantes, il y a la Holcim et la OIC. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est derrière. Derrière Holcim, il y a Qualcomm, qui avait créé un premier truc qui s'appelait AllJoyn, qui était une espèce de plateforme de réseau d'objets connectés pour la santé au départ. Et ils ont mis tout ça dans une alliance qui s'appelle Holcim, dans laquelle ils ont des dizaines et des dizaines d'acteurs. Et derrière, il y a aussi LG Electronics, comme le grand du numérique. Et il y a la Linux Foundation. Il y a la Linux Foundation, qui donne cette caution open source et système ouvert. Et il y a aussi une autre boîte qui est moins connue, en tout cas dans ce domaine-là, qui est Technicolor. Ça sera peut-être rigolé. Le français. Technicolor, il faut savoir, Technicolor, il y a 2-3 ans, ils ont lancé un framework open source qui s'appelle Cleo, qui servait à orchestrer au niveau logiciel le fonctionnement de différents objets connectés, notamment dans la maison. Qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de lancer une application dédiée à chaque objet connecté, c'est bien ça. Effectivement. Alors, de l'autre côté, et les OSO qui sont côté OIC, derrière, tu as Intel, qui est le plus gros concurrent de Qualcomm, et tu as Samsung, qui est le concurrent d'LG. Donc, ça ressemble à des concours de caquettes habituels qu'on a dans l'industrie. Bienvenue dans le monde de la tech. Voilà, c'est le monde de la tech. Et puis, tu as un troisième ZOZO, qui est
l'initiative de Google, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, là, un nom à coucher dehors. Et il y a un 4e standard qu'il a, et une espèce de standard de facto, qui est en train d'apparaître, parce que tout le monde le cite partout et tout le monde l'utilise dans son écosystème, c'est IFTTT, qui est en fait une application toute conne. Il existe qui au déjà, départ avait été créée pour créer des automatismes dans le cloud. En fait, ça fonctionne en mode internet. Et pour dire, voilà, si j'ai reçu un tweet qui dit ça, allumer telle lumière à tel endroit, je crois que Rodrigo donnait l'exemple tout à l'heure, si je fais ceci, fais cela. Et au départ, c'était utilisé plutôt dans un environnement qui était purement logiciel. Il y a des gens qui gèrent des alertes RSS avec ça. Et maintenant, c'est utilisé dans le monde des objets connectés. Et donc, quand tu as un constructeur d'objets connectés face à toi, souvent, le premier truc qu'il te dit, il dit « Et mon machin est supporté par IFTTT ». Il a créé le pilote pour que ça marche. Un mot sur HomeKit, Olivier, d'Apple? HomeKit, je l'ai pas beaucoup vu, moi, sur le salon. J'ai pas entendu beaucoup parler d'HomeKit. Faut voir que HomeKit, comme HealthKit, je considère en tout cas que c'est une approche qui est très limitante. C'est en gros une API qui permet à un logiciel spécifique d'Apple d'accéder à du matériel. C'est comme ça que c'est construit, aussi bien sur le HealthKit pour la santé que sur le HomeKit. Moi, j'ai regardé plus sur la partie santé que sur la partie domotique. J'ai regardé les specs, j'ai regardé comment c'était foutu. Et pour l'instant, par exemple, dans le HealthKit, t'as même pas de plugin. Tu peux pas rajouter un objet. Tu es obligé de permettre l'interface avec des données, qui sont des données standards qui viennent de capteurs, mais tu peux pas rajouter un widget qui est lié à, par exemple, à un capteur nouveau que Apple ne prendrait pas en compte aujourd'hui. Donc pour moi, c'est plus important d'avoir des initiatives de standards qui sont entre le hardware et le software, donc entre en gros la data d'un côté et l'objet de l'autre, que d'avoir un standard il y a une seule application d'Apple dans laquelle on met tous les objets. C'est très limitant. Donc, ça n'a pas du tout la même portée en termes de structure industrielle. Ah, merci. Bon, voilà, vous avez bien compris qu'Olivier est un spécialiste et maîtrise bien le concept et les différents systèmes. Dernier point sur le CES, dernière grande tendance toujours dans les objets connectés, c'est les montres. On sait qu'on attend l'arrivée de l'Apple Watch. Je serais intéressé d'avoir ton opinion là-dessus, Olivier. Mais quels sont les modèles qui ont retenu ton attention et qui pourraient apporter une vraie valeur ajoutée et s'opposer frontalement avec celle d'Apple? Ce sera très dur, hein, c'est clair. Allez, Cocorico, Olivier, Cocorico, bon sang. Il y a la WeThings, la activité pop qui est très bien, c'est vrai, elle est super, mais on est dans un marché qui, d'emblée aujourd'hui, est très fragmenté. Qu'est-ce qui défragmente un marché? En général, ce qui défragmente, c'est soit un système d'exploitation qui est multi-hardware, comme Windows l'a été dans le PC, ou comme Android l'est dans les smartphones. Et il semble aujourd'hui que ce soit Android Wear qui joue ce rôle-là, même si certains constructeurs essayent de pas forcément en dépendre trop, comme LG qui a décidé de sortir une montre avec WebOS dedans. Voilà. C'est le grand dada de Paul, WebOS. Hein. En fait, ce que je trouve très rigolo avec le marché de la montre, c'est que le marché de la montre va reproduire quasiment à l'identique, au timing près, le scénario du Mac face au PC sous Windows et au scénario d'Android face à iOS dans le monde de la mobilité. Vas-y, explique-moi ça, parce que je comprends pas. C'est un scénario où tu as d'un côté un monde avec un OS multi-hardware, en gros Android on va dire, pour les montres, et plein de hardware venant de plein de constructeurs différents, plus ou moins merdiques d'ailleurs, selon les cas, comme le monde du PC l'est aujourd'hui. De l'autre, un seul acteur, c'est ça que tu veux dire? Et de l'autre, un Apple intégré verticalement qui fait tout de la tête aux pieds, son processeur, son machin, son design, ses softs, son cloud, ses boutiques, et tout, intégré très verticalement. Alors la seule différence qu'il y a, c'est que le monde de la montre, c'est un monde qui ressemble plus au PC qu'au scénario du mobile. Pourquoi? Là, on est dans un modèle où il y a déjà beaucoup de montres sous Android dans la nature, de Samsung, de LG, de Motorola. Il y a la quasi-totalité des montres qui sortent, elles sont sous Android en général. Et là, tu as Apple qui a finalement été obligé. Pourquoi ils ont fait leur annonce en septembre? Ils ont été obligés d'occuper le terrain, c'est aussi con que ça, je pense, c'est une interprétation, mais ils ont été obligés d'occuper le terrain face à un envahissement du marché par des montres Android qui allaient créer une espèce de standard de facto comme le PC l'a été. Et il fallait absolument qu'elle réagisse. D'où cette espèce d'effet inédit, moi, que j'ai quasiment jamais vu dans l'histoire d'Apple, avec un décalage de plus de 6 mois entre une annonce et une dispo. Je mettrais quand même un bémol, Olivier. Il n'y a pas forcément de marché de la montre connectée, au sens que, voilà, aujourd'hui, ce que tu aimes bien appeler dans tes études, j'ai noté le quotient émotionnel. Est-ce qu'il y a des montres aujourd'hui, avant septembre de l'année dernière, des montres qui avaient ce quotient émotionnel qui fait que les gens allaient se ruer, comme les gens se sont rués dans le passé sur le PC parce que Windows est arrivé, comme est arrivé sur le Mac parce que macOS est arrivé, ou sur l'iPhone lorsqu'il
lorsque Steve Jobs l'a présenté. Telle est la question. Apple a toujours présenté en amont des produits quand c'était des nouvelles familles de produits. Souviens-toi, tu le disais tout à l'heure, l'iPhone est arrivé 6 mois avant sa sortie. Elle a été dévoilée 6 mois. Oui, annoncé en janvier, sorti en juin. Oui. L'iPad, c'était un peu plus rapide, je crois. Oui, janvier, mars. Oui, ça a toujours été comme ça. Quand ils arrivent sur une nouvelle famille de produits, ils peuvent se permettre de lancer un produit avant parce qu'effectivement, là, sur ce point-là, tu as raison également, eh bien, les gens stoppent leur achat. Ouais, on va voir. Il faut savoir aussi interpréter les rumeurs des fois quand on est. Non, mais t'as raison. Alors, je suis d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, la montre Apple, même si elle a des imperfections, notamment au niveau de la batterie. Justement, quelle est la perception? Ce sera la conclusion de ce soir. Quelle est ta perception? Et puis, est-ce qu'elle a, ce que tu aimes bien utiliser encore une fois, ce quotient émotionnel qui fait que les gens trouveront un intérêt à l'acheter autrement parce qu'il y a une pomme gravée dessus? Il n'y a pas qu'une pomme, il y a beaucoup d'astuces assez bien pensées dans la manière dont elle a été conçue. Comme le fait Apple dans une nouvelle catégorie de produits, ils essaient vraiment de porter attention à beaucoup de détails. Et c'est vrai qu'aucun des constructeurs de montres Android n'a été jusque-là en termes de réflexion sur le rôle de la bague, sur le rôle du tactile, sur le rôle des applications, sur la manière de gérer l'interface. L'écosystème. La manière de l'alimenter aussi avec le truc magnétique derrière. C'est bien pensé dans l'ensemble. C'est un produit qui a l'air bien pensé. Qui est un petit peu lourdingue, je trouve, sur la partie design. Donc, ça aurait été sympa que ce soit un peu plus fin, avec un écran peut-être court, je sais pas. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques sur la partie, disons, form factor, mais ils ont bien travaillé les détails. Ça, c'est clair. D'accord. On aura l'occasion de revenir et de compter les ventes de chaque constructeur de montres d'ici quelques numéros de Refait le Mac. On a hâte de voir et de l'avoir au poignet. Croyez-moi que dès qu'on l'aura, on vous dira tout le mal ou tout le bien qu'on pensera de cette montre. Le temps est venu de passer à nos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Rodrigo, s'il te plaît. Parmi toutes ces initiatives stupides que l'on trouve sur les Kickstarter et autres, celle-ci est faite par un petit cabinet de conseil en communication digitale. Ils ont fait un petit capteur avec une petite appli à la con, ça s'appelle Dorothy. Et ce qui est très très drôle, c'est que si tu le mets dans ta chaussure, ce capteur, demain ils disent qu'ils feront un capteur plus petit que tu pourras mettre n'importe où, mais il suffit que tu tapes du talon ou de la chaussure 3 fois par terre, et automatiquement ton téléphone t'appelle. Genre comme ça tu peux écouter le rendez-vous. Ou alors tu peux le configurer pour envoyer des messages à des potes qui eux t'appellent ou viennent te chercher. Ah si, ça peut m'être utile en fait. Crois-moi, elle pourrait m'être utile pendant quelques émissions que j'ai eu la chance et le bonheur d'animer. Oh, il est méchant. Non mais c'est bien, on veut un capteur à usage unique. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Voilà, excusez-moi, j'ai un coup de fil. C'est pas mal aussi pour les rendez-vous d'affaires, tu sais, où... Tu veux conclure? Il faut qu'on conclue, Rodrigo. Non, j'ai trouvé que c'était une idée marrante, pratique, alors ça vaut toujours pas, parce qu'ils doivent le raffiner. Ouais. Mais dans cette gamme d'idées, c'est vachement bien. Ouais. Je crois que tu as un deuxième coup de cœur, Rodrigo. C'est étonnant. Oui. Alors, dans la catégorie des trucs qui servent à rien, mais qui sont extrêmement utiles, ou alors, voire qui sont très utiles, Softred. Softred, c'est une boîte qui fait des logiciels de gestion de disques durs, ce qu'on appellerait communément un driver. C'est embarqué en OEM dans Apple depuis 2006 ou 2007 dans OS 10. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est de gérer des RAID. Alors des RAID, c'est quoi? C'est une couche logicielle qui permet de gérer différents disques à tolérance de panne. D'accord? Voire de gérer des disques pour avoir des partitions plus grandes. Et donc tu t'installes le Softred, ça coûte $179, mais le premier mois est gratuit, hein, si tu veux s'en servir. Non mais on utilise ça à la rédaction, c'est vraiment très bien, tu as raison. Et ça permet d'avoir toujours d'avoir un disque, si tu foires un disque, tu perds pas tes données, c'est génial. Par contre, si vous formatez avec ce logiciel, vous avez besoin du logiciel pour le détecter. Voilà, donc le Mac ne détecte ce qu'il y a le logiciel installé dessus. Mais bon, c'est un détail. Et tu peux repasser dynamiquement, de dire tiens, passer un volume Softred en volume Apple. Et puis un autre système qui est très bien, qu'il fait de manière hardware, lui. Ce système-là, ça s'appelle Drobo. C'est des systèmes de RAID qui le font sans programmation. Plus cher, ça coûte très cher. Mais ça marche super bien. Merci Rodrigo. Est-ce que Monsieur X a survécu à ce tunnel d'intervention des coups de cœur? Je suis là. Désolé, j'ai écouté religieusement les keynotes de Steve pendant 2h et demie sans pipe et mot. C'est pas Refait le Mac qui me fait peur. Bon, allons-y. Donc mon coup de cœur, c'est un peu une matrioshka, c'est un coup de cœur, mais il y en a plein des petits à l'intérieur. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je le refais en heure d'année. C'est l'écosystème des lampes Philips Hue. On parle beaucoup d'objets connectés. Il y en a qui lancent des initiatives tous azimuts. Au CES 2014, on parlait de contrôler ses plantes en les arrosant à distance, etc. Tout ça, ça a disparu. Ou alors, ça s'est pas popularisé. Philips, eux, ils sont toujours là. Ils développent leur écosystème.
Il dit du mal de Parrot, mais ça va pas. Je vais vous donner les dernières petites nouveautés autour de leur écosystème de lampes connectées. Alors, il y a d'abord un logiciel français qui s'appelle U-Menu version 2. C'est français, vous le trouvez dans l'App Store. Il existe depuis longtemps, il n'était pas super stable. Là, c'est vraiment une version aboutie et ça vous permet de piloter toutes vos lampes U, pas uniquement depuis votre iPhone, mais depuis votre iMac, votre Mac en général. Ça, c'est très pratique. Et c'est pas cher, quelques euros sur le Mac App Store. Pour ceux qui disaient, les lampes Philips Hue, c'est cher, et puis en plus, on les trouve que chez Apple, ce qui était vrai. Philips a sorti fin novembre, début décembre, une nouvelle version de ces ampoules qui s'appelle les Hue Luxe. Alors, elles sont qu'en blanc, on fait varier l'intensité, un certain nombre de choses. Pas la couleur, mais la qualité de ces nouvelles ampoules, hormis leur longévité et leur fonction Wi-Fi, c'est qu'elles ont un prix qui a été réduit de moitié. Elles sont à moins de 30 € et on peut les acheter sur Amazon. Plus besoin de passer chez Apple. Donc, l'écosystème même hardware se démocratise. Donc, je passerai l'adresse de Monsieur X à l'attaché de presse de Philips pour qu'il lui envoie un gros chèque quand même. Hein. Et je finis à travers le dernier lien que j'ai vu sur le site, alors pas développeur, hein, mais site réservé à l'écosystème Hue chez Philips, qui est le lien entre Nest, dont on a beaucoup parlé, thermostat. Et le thermostat, et puis aussi le détecteur de fumée. Donc là, ils ont sorti une fonction en commun entre Nest, qui est maintenant Google, et Philips. Ta maison prend feu, tes ampoules sont rouges. Absolument, tout bêtement. Mais autre chose qui est pas mal, c'est que le détecteur mes ampoules sont rouges. peut, quand vous partez, parce qu'il détecte votre présence aussi, en fait, vous permettre, quand vous partez, vous n'êtes pas là pendant 3-4 jours, d'allumer, d'éteindre, de contrôler vos ampoules Philips Hue pour faire croire à une présence qui est une vraie fonction domotique de base assez sympa. Donc tout ça pour dire que cet écosystème, il se démocratise, il devient moins cher, plus en plus de solutions autour, c'est un peu et ça se vend bien. La dimension de iTunes, ça se vend bien. Donc comme quoi, c'est une réalité, solide, la maison connectée, du moins chez Philips en tout cas. Ouais. Et puis je finis par un petit truc plutôt plaisir dans cet écosystème, qui est un film qu'a fait Philips cet été, si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle Afterglow, qui sont tout bêtement des skieurs qui se sont équipés avec des lampes Hue, alors surtout ces espèces de guirlandes Hue, et qui skient dans le noir aux États-Unis, éclairés par des lampes. Allez voir ce film qui s'appelle Afterglow, c'est absolument magnifique en tous les cas. Moi j'ai aimé. Merci Monsieur Rodrigo X. Olivier, de ton côté, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors j'ai une tendance et le coup de cœur qui va avec. Une tendance objet connecté qu'on voyait au CES, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'objets que je qualifie de mash-up. Ça, c'est des objets qui intègrent beaucoup de capteurs à partir d'une fonction de base, qui peut être aussi une caméra de surveillance qu'autre chose, et les constructeurs ont tendance à rajouter des capteurs pour se différencier de la concurrence et pour avoir des produits presque multifonctions. Alors, il y en a un qui est assez connu, qui est sorti qui vient d'une boîte française, qui est le WeThings Home, qui est une caméra qui mesure la qualité de l'environnement, avec la température, l'humidité, les composants organiques volatiles et le bruit. Et j'en ai découvert une autre qui s'appelle la Canary, qui fait tout ça et qui rajoute un accéléromètre qui permet de mesurer les tremblements de terre. Ah oui. Alors, j'imagine que la boîte est californienne, donc l'intérêt, c'est de faire du crowdsourcing sur le tremblement de terre. Donc, si tu peux être capable de faire une cartographie sismique de tremblement de terre de tous les gens qui utilisent le même produit, à supposer qu'en plus derrière ce soit un standard applicatif qui mériterait d'être creusé, ça peut être assez intéressant au niveau des usages de big data, c'est-à-dire que tu vois la donnée collective plutôt que la donnée individuelle. Ouais. Et alors, la déclinaison de ce concept-là, donc de l'objet multifonction, multicapteur, c'est une souris qui m'a intrigué, qui est une souris d'une boîte qui s'appelle Myonix Lab, qui est une souris qui intègre en fait un capteur de pouls et un impédance mètre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est une souris qui mesure le stress de son utilisateur. Intérêt, les jeux. Tu prends un jeu vidéo, et il y a encore beaucoup de gens qui jouent sur des ordinateurs avec des jeux multijoueurs, un logiciel qui serait capable de mesurer le stress de son utilisateur pourrait moduler toute la partie scénario du jeu en fonction de l'état de l'utilisateur. D'accord. Et ça, c'est juste des exemples, hein. Et il y en a beaucoup comme ça, hein. J'en ai vu plein de trucs tordus. J'ai vu un canard aussi qui est très rigolo au CES.
C'est Edwin the Duck, c'est un petit canard qui est multifonction. Alors, première fonction du canard, c'est que quand on le met dans l'eau, dans la baignoire, il est rouge si l'eau est trop chaude. Donc pour les gamins, c'est très mignon, et il se met à devenir jaune quand la couleur est correcte, et il prévient sur smartphone que la température est correcte. Ça, c'est pour les gens qui remplissent leur bain avec une eau à 50 degrés et qui doivent attendre 3 heures qu'elle retombe à 37. Une fois que le gamin il est dans l'eau, le canard qui contient des haut-parleurs Bluetooth, eh bien, on peut lui faire jouer de la musique. Et il joue la musique de Edwin le canard qui est déclenchée par la maman ou la nounou avec le smartphone. Ouais. Et après, le canard, on le met dans la chambre sur son petit dock, et là, il devient la lampe intelligente qui aide l'enfant à s'endormir. C'est fou, après les canards vibreurs, les canards lumineux, quoi. Oui. Une sorte de doudou numérique, en gros, ce qu'il est en train de décrire, Olivier. Merci, Olivier. Paul, ton côté, le coup de cœur ce soir. Moi, mon coup de cœur, c'est une espérance pour le Mac. C'est ce design d'un Mac classique qu'on a vu passer par Circlet Design, qui représente un Mac classique ultra fin qui garde donc les courbures du design, sauf que c'est juste un pied. Et franchement, s'ils pouvaient imaginer la même chose en grand pour le futur iMac, ce serait super cool, parce que le design de l'iMac, franchement, même avec un écran Retina, ça commence à faire trop longtemps. Ouais, il s'est juste affiné au fil des années, il s'est élargi en adoptant un format panoramique au fil des années. C'est vrai que le concept est là depuis 2004, 2005, 2004. Trompé, hein, donc ça commence à dater. Je suis d'accord, monsieur Rony, bravo. De mon côté, mon coup de cœur, c'est d'abord une application. Ça s'appelle Duet. Ça fait des années, on le disait déjà en préambule de cette émission, quand est-ce que va arriver un Mac tactile chez Apple? Il est arrivé grâce à cette application. Elle coûte un petit peu cher, elle coûte 15 €, mais une fois que vous l'avez installé sur votre Mac et sur votre iPad devient l'écran externe de votre Mac. Je l'utilise ce soir pour tout vous dire. Donc vous pouvez agir en appuyant directement sur l'écran du Mac, et le macOS miracle devient tactile. Alors ça reste encore du domaine du gadget, mais c'est vrai que ça permet au moins de transformer cette petite tablette en écran externe pour mettre ses palettes, par exemple, lorsqu'on est en déplacement. C'est assez pratique. Il faut juste penser à brancher la connexion, je vous montre ici, voilà, la connexion Lightning, sinon évidemment ça ne marche pas sans fil. Duet, ça coûte autour des 15 €. Et donc, comment on fait pour faire tenir l'iPad? Il vous faut un petit dock, et le petit dock, regardez comme c'est joli ça, ce magnifique petit dock en aluminium. Hein, il est signé, ça s'appelle comment? Un Blue Lounge, ça vaut 40 €, ça convient aussi bien à un iPad, un iPhone et même un Mac, parce que si on prend un Mac, regardez, hop, je le ferme, j'en fais quoi de ce Mac? Je l'expose. C'est pas indispensable. C'est pratique quand tu arrives au bureau et que tu branches à ton clavier. Voilà, on branche à son clavier et on utilise l'écran externe. Le Duet, le Blue Lounge, ça vaut autour des 40 €, un petit pied en aluminium indispensable et plutôt bien fini. Ils font plein de petits accessoires sympas à Blue Lounge. Allez voir leur site, c'est pas mal. C'est distribué en France par Comtrade. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 184e épisode de On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac Monsieur X, et presque jusqu'au bout. Ça va, Monsieur X? Ça n'a pas été trop long ce soir? Impeccable, Olivier. J'ai survécu. Merci, Monsieur X. On se retrouve la semaine prochaine. Et Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac sur son Twitter, mais également dans son propre podcast, l'Emery Rodrigo Show. C'est bien ça, Rodrigo? C'est bien ça, et on a une chouette page avec toutes les archives sur Facebook. De temps en temps, on fait des bêtises avec Emery. Et ça s'appelle le Emery Rodrigo Show. Et Olivier, vous le retrouvez également sur son blog, Opinion Libre, c'est bien ça, Olivier. Et puis très prochainement, donc, pour la publication de ton rapport. Le rapport, oui, c'est lundi matin, 26 janvier, à 9 h. Voilà, donc l'émission sera en ligne depuis le week-end. Donc vous regardez l'émission le week-end, et lundi matin, vous foncez lire le rapport passionnant. Hein, il y aura plusieurs centaines de pages d'Olivier Ezrati sur les dernières tendances du numérique et du CES en particulier. Vous verrez, vous serez incollable sur les grandes tendances de la tech et d'aujourd'hui et de demain. Merci Olivier. Et Paul, tu reviens la semaine prochaine? Et oui, je serai en partiel la semaine prochaine, mais je serai là quand même. Il est tout angoissé, il est tout nerveux. Va réussir tes partiels. Va faire de la phénoménologie et puis on en reparle. Non, mais je suis sûr que tes professeurs regardent l'émission et qu'ils seront indulgents avec toi, car tu as dû préparer cette émission plutôt que réviser. Mais non, tu verras, ça se passera très bien. Ce sera que des bons souvenirs. Souvenez-vous de vos études, c'était que des bons souvenirs. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.